Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Je déteste les podcasts et une grande nouvelle vient de tomber. Notebook LM peut faire des podcasts à partir des sources que vous lui donnez. Finito les podcasts qui visent les fiches Wikipédia. L'IA le fait mieux. Il va falloir bosser les nerds à bonnette, trouver des angles, être original. Et, surtout, fini les bruits de bouche. Fini les blagues débiles. Fini les anecdotes longues comme le tunnel du Saint-Gothard. Fini le franglais exaspérant des bobos à micro. On rentre dans le dur. On va arrêter de se toucher la bonnette sur du médiocre. Une preuve ? Vas-y, parle-moi bien. J'ai trouvé des sources sur le Comics Department of Truth et j'ai fait un prompt aux petits oignons et, bim, écoute et baisse les yeux. Et si croire très très fort à quelque chose pouvait le rendre réel ? Pas juste dans la tête, mais vraiment réel, physiquement. C'est un peu la question folle au cœur de The Department of Truth, cette série de comics de James Tynion IV et Martin Simmons. On va explorer ça aujourd'hui. Oui, c'est une prémisse fascinante en effet. Alors pour ça, on a regardé un peu ce qui se dit, des critiques, des infos de l'éditeur Urban Comics, quelques interviews. L'idée, c'est de comprendre ce qui fait la force de cette série, ses concepts clés, son originalité, sans gâcher les surprises majeures, évidemment. Exactement, sans spoiler. Mais il y a déjà beaucoup à dire sur le fond et la forme. Alors, ça commence comment ? Sur un certain Cole Turner. C'est ça, Cole Turner, agent du FBI. Sa spécialité, c'est, ironiquement, les théories du complot. Il est envoyé infiltrer un sommet de platistes. De platistes. Et là, c'est le choc pour lui. Il découvre pas seulement que la Terre pourrait effectivement devenir plate si assez de gens y croient très fort, devient plate. C'est le postulat de la série. La croyance collective a un pouvoir matériel. Et il découvre aussi l'existence du Department of Truth. Le département de la vérité. Une agence gouvernementale secrète, j'imagine ? Ultra secrète. Et leur boulot, c'est justement d'empêcher que ces fausses vérités, ces croyances alternatives ne deviennent la réalité dominante. Ça, c'est un sacré changement de perspective pour un agent du FBI. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vraiment ça le cœur du réacteur de la série. L'idée que la réalité, elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle serait malléable. Malléable. Façonnée par ce qu'on croit, collectivement. Voilà. Façonnée par nos convictions. Et le département, lui, il agit comme un gardien, une sorte de police de la réalité, si on veut, pour maintenir la version officielle. Ça résonne fortement avec notre époque, non ? Tout ce débat sur la post-vérité. Ah bah oui, complètement. La série explore ça à fond. Elle montre comment des récits alternatifs peuvent devenir si puissants qu'ils menacent de réécrire le réel. C'est quoi la post-vérité dans ce contexte alors ? C'est un peu cette situation où l'émotion, la croyance personnelle pèsent parfois plus lourd que les faits objectifs, quoi. La série prend ça et le pousse à l'extrême, physiquement. Et d'ailleurs, symboliquement, la série ancre souvent ça dans l'assassinat de JFK, considéré un peu comme le point zéro de beaucoup de théories du complot moderne. Et au niveau de l'histoire elle-même, ça donne une ambiance comment ? On parle de thriller, d'horreur ? Oui, c'est un mélange assez unique. Il y a du thriller, d'espionnage, un côté très paranoïaque, il y a de l'horreur psychologique, clairement, et même de la SF conceptuelle. C'est plutôt sombre, tendu. Et le personnage principal, Cole, il apporte quoi à ça ? Justement, il n'est pas juste un témoin. Son propre passé est lié à une de ces théories qui a pris forme. Ça ajoute une dimension très personnelle, très ambiguë. Ah oui, ça complexifie les choses pour lui, j'imagine. Énormément. Et l'intelligence du scénario, je trouve, c'est de traiter ces théories non pas comme de simples idées folles, mais comme des forces actives, presque des entités dangereuses. L'information devient une arme. Mais il paraît que le dessin joue un rôle énorme aussi, le style de Martin Simmons. Ah oui, c'est fondamental. On ne peut pas parler de la série sans parler du dessin. Les critiques disent « délavé, granuleux, parfois flou, les couleurs bavent ». Ça fait penser à qui, comme style graffeur ? Ça rappelle des gens comme Bill Sienkiewicz ou Dave McKean. Très expérimental, pas lisse du tout. Et c'est juste esthétique ou ça sert l'histoire ? Non, c'est ça qui est fort. Ça sert complètement le propos. Ce style visuel, il matérialise l'incertitude, le doute. On est plongé dans cette réalité instable où tout peut basculer. L'angoisse, le mystère, ça passe aussi par le trait, par la couleur. Est-ce que c'est pas un peu déroutant à lire, parfois ? Si c'est très flou, tout ça ? C'est une bonne remarque.
Ça demande peut-être un petit temps d'adaptation, c'est sûr. C'est pas un dessin classique propre sur lui. Ça fonctionne parce que c'est cohérent. Ça incarne la confusion, la paranoïa dont on parlait. D'accord. Et il y a des moments, des épisodes qui marquent plus que d'autres, sans trop en dire? Oui, les sources mentionnent souvent l'épisode 3 sur une tragédie scolaire ou le 4 sur un complot médiatique. Des moments qui ancrent le concept un peu fou dans des émotions très fortes, très humaines. Ça élève vraiment la série. Mais il y a aussi des critiques, non? Sur une certaine ambiguïté? Oui, c'est un point intéressant qui revient. Ce flou, il n'est pas que visuel, il serait aussi narratif. L'auteur, Tynion Cat, maintiendrait une sorte d'ambiguïté sur les théories elles-mêmes. Une critique parle d'un flou légèrement désagréable. C'est-à-dire? Il ne prend pas clairement position. Exactement. La question c'est, est-ce que c'est une ambiguïté maîtrisée, pour le suspense, pour le thème de l'incertitude, ou est-ce que ça frôle une forme de complaisance qui peut être délicate aujourd'hui? La série ne donne pas de réponse simple. Un peu comme si on nous donnait les pièces d'un puzzle sans l'image sur la boîte, quoi. C'est un peu ça, oui. Ça peut être stimulant, mais aussi frustrant. Elle explore la complexité du besoin de croire, la séduction de ces récits alternatifs, sans forcément dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». Donc, pour résumer un peu, The Department of Truth, c'est une lecture exigeante peut-être, Mais passionnante. un concept fort, une identité visuelle unique qui colle au thème, une vraie plongée dans les rouages de la croyance. Oui, tout à fait. Exigeante mais gratifiante, je dirais. Une critique la qualifie même de possible meilleur antidote au complotisme. Comment ça, un antidote? Pas en condamnant frontalement, mais plutôt en décortiquant la mécanique de l'intérieur, en montrant la logique propre de ses croyances, sans tomber dans l'opposition facile entre les méchants conspis et les gentils rationnels. Elle nous invite à comprendre pourquoi ces récits existent et fonctionnent. C'est une approche intéressante. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour réfléchir après. Si, comme le suggère la série, nos croyances collectives ont ne serait-ce qu'une petite partie du pouvoir qu'elles leur imaginent, quelle responsabilité ça nous donne par rapport aux infos qu'on consomme, qu'on partage? Qu'est-ce qui définit notre réalité au fond? Voilà. Qu'est-ce qui la tisse jour après jour? La série laisse cette question ouverte.